Mais ce qui s'apprête à arriver est bien plus terrible et va littéralement éventrer la ville. Vendredi 21 septembre 2001, il est 10h30. À Toulouse, un journaliste de télévision locale filme les premières images d'une catastrophe sans précédent. Je vais tout de suite lui dire, tourne en permanence. Surtout ne coupe pas. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Une violente explosion a donc secoué la ville de Toulouse ce matin. C'est bien plus que ce qu'on a sur les champs de bataille. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. 31 morts, 22 000 blessés, 2 milliards d'euros de dégâts. La 4e ville de France est comme anéantie, victime de la pire catastrophe industrielle française. Aujourd'hui, 3 lettres suffisent à raviver ce traumatisme. AZF. Que s'est-il réellement passé dans l'enceinte de cette usine de produits chimiques, 10 jours seulement après les attentats du 11 septembre? Quelles conditions environnementales, quels éléments techniques et humains ont concordé ce jour-là de façon terriblement surprenante? Vous avez tous les ingrédients pour qu'une catastrophe puisse se produire. Il manquait juste une étincelle. Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de ceux, experts, chimistes, responsables de la sécurité, qui ont travaillé sur le site et participé à l'enquête. Si vous mélangez le nitrate d'ammonium avec du DCCNA, c'est là que les choses peuvent commencer à mal tourner. Cela devient un explosif très puissant. Une fois que la réaction est partie, elle se suffit à elle-même. C'est un emballement inexorable. La catastrophe aurait-elle pu prendre des proportions encore plus tragiques, comme celle de Beyrouth, 19 ans plus tard? Le scénario qui s'est produit dans le bâtiment 221 aurait pu aussi se produire dans d'autres bâtiments du site AZF, où pouvait être stocké jusqu'à 15 000 tonnes de nitrate agricole, l'équivalent de 5 000 tonnes de TNT, un demi-Hiroshima. Et de l'autre côté de l'usine, comment les Toulousains ont-ils vécu cette journée en enfer? J'entends un gros boom, je vois la véranda chez moi qui rentre dans la salle à manger, la télé qui vient vers moi. Le pare-brise éclate, je me jette sur le petit pour le protéger, la panique totale. Au bout d'un moment, on se demande si on est vivant, si on est mort. Plus on avance, plus c'est pire. Toute la venue, ce sont des scènes d'horreur. Ma femme, elle me cherchait partout et elle m'a trouvé le soir. Voici l'histoire d'un événement qui n'aurait pas dû se produire. L'histoire d'AZF. Une catastrophe hors de contrôle. Toulouse, vendredi 21 septembre 2001, il est 8h30. Le jour se lève sur la ville rose et ses habitants. C'est la fin de la semaine, on se dirige tranquillement tous vers le week-end, un vendredi. Il fait un temps assez lourd, mais c'est un jour très beau, très doux. Comme tous les vendredis, Pauline Miranda se prépare à sortir faire ses courses. Ma journée du 21 septembre commence à 6h30 comme tous les jours. Petit déjeuner, ménage, la petite routine habituelle. Et je pars m'acheter des nouveaux rideaux au marché de la Farouette. Près de ce marché vivent en couple Patricia et Bernard Benita. Pour eux aussi, la journée démarre tranquillement. Je bois mon café, mon épouse prend son petit déjeuner, mes enfants déjeunent aussi. Tout est parfait, quoi. Nous commençons à nous préparer, nous échangeons une petite discussion avant de partir. Elle quitte la maison et moi je reste un petit peu à flâner à la maison, à regarder la télé.
À l'image de Pauline, Patricia et Bernard, les habitants de Toulouse vivent un début de journée on ne peut plus normal. Rien ne les prépare à ce qu'ils vont vivre dans quelques minutes une gigantesque explosion dont ils ne sortiront pas indemnes. Pour comprendre ce qui va bientôt se produire, il faut aller à quelques kilomètres de là, sur le site de la plus importante usine chimique de la région. Le nom de cette usine est connu de tous les Toulousains. AZF. Ce n'est pas une usine comme les autres. Située à seulement 5 km du centre de Toulouse, elle est classée Seveso 2, le niveau de dangerosité le plus élevé pour un site de fabrication. En effet, à l'intérieur des 70 hectares de la zone, l'équivalent de 100 terrains de football, plusieurs produits chimiques à risque sont réalisés. Il y a les nitrates d'ammonium, des produits qui servent à l'élaboration d'engrais et d'explosifs. On s'en sert pour abattre les roches dans les carrières, pour creuser des tunnels. Ça aide dans le génie civil. C'est un explosif qui est de faible coût, en fait, et c'est pour ça qu'il est utilisé. Ça ressemble un peu à des billes de plastique, tout petit. Hein. Il y a vraiment une taille à respecter pour que ça soit commercialisable. Ce nitrate d'ammonium, c'est le produit phare de l'usine. AZF en fabrique depuis 1924. Depuis que l'Allemagne, à l'issue de la Première Guerre mondiale, a confié aux Français le secret de fabrication de l'ammoniac, ce gaz à l'origine du produit. Chez AZF, il en sort jusqu'à 200 000 tonnes par an, près de 14 poids lourds par jour. Autre produit, autre utilisation, le DCCNA, une substance à base de chlore, utilisée essentiellement au nettoyage de l'eau. Ce sont des produits très agressifs et oxydants, quoi. Donc ça nécessite vraiment une attention toute particulière. Sur le site d'AZF, la vigilance est de rigueur. Non seulement les nitrates d'ammonium et le DCCNA sont des produits dangereux, mais il ne faut surtout pas les combiner entre eux, au risque de provoquer une explosion. En réalité, si les deux produits sont incompatibles, il faut la présence d'un troisième élément pour que le mélange explose. Et ce dernier est aussi banal que surprenant, l'eau. Henri-Noël Prel est directeur de recherche au CNRS. Il connaît parfaitement ce mélange détonnant. Dans toutes nos expériences, nous avons utilisé des mélanges de nitrate d'ammonium et de DCCNA à raison de 50% chacun. Et lorsque on ajoute un peu d'eau dans ces mélanges, eh bien là où l'eau est introduite, se développe immédiatement une réaction chimique. Un test a même été réalisé au cours de l'enquête. À droite, 100 kg de nitrate d'ammonium humidifié sont mis en contact avec 1 kg de DCCNA. Résultat, en quelques minutes, chez AZF, il n'y a aucune chance que ce type d'explosion ait lieu. Le nitrate d'ammonium et le DCCNA disposent chacun de leur propre zone de fabrication. Quant à l'eau, aucune des deux zones n'en exploite. Seules quelques imprudences sont parfois commises, mais elles sont sans incidence. Les entreprises de recyclage, par exemple. Lorsqu'elles récupèrent les sacs et autres matériaux usagés, elles les débarrassent des poussières de produits chimiques qu'ils peuvent encore contenir. Résultat, ces produits chimiques se retrouvent là où ils ne devraient pas être. Il n'emporte à l'extérieur que de la matière plastique à recycler et pas de produits chimiques. Et donc les produits se trouvent au sol. Les résidus de secouage se trouvent au sol une fois que l'entreprise de recyclage est partie. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait des fonds de sacs, parce que c'est quand même, ça brasse énormément de sacs. Au quotidien, ces manipulations ne représentent aucun danger.
jusqu'au jour où plusieurs facteurs vont s'additionner et créer une situation catastrophique. Retour ce vendredi 21 septembre 2001. Il est 9h40 et ce matin chez AZF, une manœuvre un peu particulière doit être entreprise. Concrètement, dans le hangar 335, une demi-tonne de nitrate d'ammonium, équivalent au poids de 3 motos, doit être évacuée. Alors, le hangar 335, c'est un hangar qui sert à stocker ce qu'on appelle des déchets industriels banals. C'est des palettes, des cartons, des sacs dans lesquels on met des produits chimiques, mais on stocke dans ce bâtiment des sacs propres, lavés, vides. C'est du déchet matériel qui n'est pas chimique. S'il n'y a pas lieu de s'alerter, il faut tout de même gérer au plus vite ce nitrate d'ammonium stocké au mauvais endroit. Un camion benne est donc dépêché sur place. Seulement voilà, à son arrivée, l'ouvrier chargé de cette tâche commet sans le savoir une grave erreur. Il racle le sol pour remplir la benne, pour ne rien laisser sur le sol, et il se trouve que sur le sol, il y a un certain nombre d'autres produits chimiques, dont du DCCNA, qui est un dérivé chloré. Le DCCNA, le fameux produit incompatible avec le nitrate d'ammonium. Il ne faut surtout pas que le mélange entre en contact avec de l'eau. Là, c'est le début d'une machine infernale. Donc, c'est la mise en contact du chlore avec le nitrate d'ammonium. On a mis le loup dans la bergerie en autorisant le croisement de produits incompatibles, qu'on savait incompatibles. Le mélange explosif est désormais aux 2/3 constitué. Et la quantité de produit est faramineuse. 500 kilos. De quoi faire exploser une partie de l'usine. Mais ce qui s'apprête à arriver est bien plus terrible et va littéralement éventrer la ville. Il est 9h45 quand le camion benne chargé d'une demi-tonne de produits explosifs incompatibles quitte le hangar 335, direction le hangar 221, situé 700 mètres plus au nord. C'est un des plus grands équipements du site, hein. C'est un peu comme un hall de gare. Ce hangar 221 est lui aussi un lieu de stockage. C'est là que sont entreposés les nitrates d'ammonium quand ils ne peuvent être vendus à l'extérieur. Comme il maintient à couvert un produit potentiellement dangereux, le hangar 221 respecte des normes de sécurité bien précises. Il y a une porte avant, une porte arrière. La porte qui donne sur l'accès principal à l'usine, sur la route principale, est toujours fermée. On rentre par l'arrière et au fur et à mesure, on dépose les déchets de nitrate d'ammonium dans ce hangar. Cette porte arrière donne sur la partie du hangar où se dirige actuellement le camion benne. On l'appelle le box. Puis, derrière un mur de 2 mètres de haut, la deuxième partie du hangar forme ce qu'on appelle ici le tas principal. Actuellement, 350 tonnes de nitrate d'ammonium déclassé y sont stockées dans l'attente d'être recyclées. C'est énorme, hein, c'est un tas de plusieurs dizaines de mètres de long, 2 mètres de haut, 15 mètres de large. Le camion benne arrive à destination. L'ouvrier est autorisé à entrer. Dans quelques secondes, sa mission sera terminée. Le responsable du bâtiment 221 lui dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est nitrate d'ammonium, tu peux l'amener. Donc, il avait vérifié, c'était du nitrate d'ammonium pour lui. Mais la personne qui nous donne l'autorisation ne contrôle pas l'intérieur de la benne, et donc il va transférer cette benne jusqu'au hangar 221. À cet instant, rien ne laisse présager de ce qu'il va se produire. Rien dans le hangar, rien dans le produit chimique, absolument rien ne montre qu'il y a un problème. La catastrophe qui s'apprête à éclater va venir d'ailleurs. « 10h10.
Cela fait 20 minutes qu'à l'intérieur du box du hangar 221, les 500 kg de supposé nitrate d'ammonium ont été déposés. Ils s'ajoutent aux 11 tonnes de ce même produit déjà présentes dans cette partie du bâtiment. La totalité représente le poids de 3 camionnettes. Jusque-là, il n'y a rien à signaler. Le DCCNA que renferment les 500 kg de nitrate d'ammonium ne pose aucun problème. Dans quelques heures, comme le veut la procédure, l'ensemble sera récupéré puis stocké sur les 350 tonnes du tas principal. Mais derrière son apparente stabilité, le nitrate d'ammonium est rendu hautement sensible et dangereux par la présence d'un élément parfaitement invisible que personne, pas même la sécurité du site, ne soupçonne. Depuis 2 jours, la région toulousaine est en effet balayée par un phénomène climatique un peu particulier, le vent d'OTAN. Or ce vent ne fait pas que souffler violemment, il est porteur d'un danger bien plus grave. C'est un vent de sud-est marin qui souffle parfois en rafale. Et ce vent d'OTAN est relativement chaud et chargé d'humidité, beaucoup plus que l'air ambiant normal. Et donc le nitrate d'ammonium se met à boire l'humidité de l'air. Et donc on a une pellicule de nitrate d'ammonium liquéfié en surface de tout le nitrate d'ammonium. L'eau, ce troisième élément qui peut tout faire exploser, vient d'entrer en scène sans que personne ne le voie. 10h17. À partir de cet instant, plus rien ne peut arrêter le processus. Et donc on va avoir de l'explosif qui va être produit à la base du tas. Une fois que la réaction est partie, elle se suffit à elle-même. C'est un emballement inexorable. Et ça s'arrête lorsque ça explose. Il n'y a pas de signe avant-coureur. À cause de l'eau, le DCCNA et le nitrate d'ammonium, les deux produits explosifs incompatibles, s'agglomèrent. Résultat, une bombe chimique se forme en seulement quelques minutes. C'est bien plus que ce qu'on a sur les champs de bataille où les bombes ne font que quelques centaines de kilos. La situation est ahurissante. 11 tonnes et demie de nitrate d'ammonium vont exploser d'un moment à l'autre, au cœur même d'une usine de produits chimiques. On passe dans une phase hors de contrôle, donc c'est parti. On ne peut plus arrêter la machine, c'est la machine infernale. Il est précisément 10h17 et 50 secondes quand soudain, l'inconcevable se produit. 11 tonnes et demie de nitrate d'ammonium explosent au sein du hangar 221 d'AZF. Mais ce n'est pas tout. Un élément va faire empirer la situation de manière bien plus tragique. Le mur qui sépare le box du tas principal. Le voilà projeté contre la seconde partie et ses 350 tonnes de nitrate d'ammonium. Une projection si rapide qu'elle va engendrer un cataclysme. Une seconde explosion, 30 fois supérieure à la première. Boris Kassaïnov est expert en détonique à l'Institut Semenov de Moscou. Il a étudié le comportement du mur lors de l'explosion. En détonique, il existe différents moyens d'initier une détonation. Et l'un de ces moyens est de frapper l'explosif avec un objet qui vole à grande vitesse. Les experts estiment le déplacement du mur à près de 3500 mètres par seconde, quasiment la vitesse d'un missile. Lorsque le mur arrive au tas principal, l'énergie produite par son mouvement est suffisante pour déclencher une détonation. La demi-tonne de nitrate d'ammonium contaminée par le DCCNA entraîne au total l'explosion de près de 400 tonnes de nitrate d'ammonium. En une fraction de seconde, Toulouse et ses habitants vont être comme foudroyés. Il est 10h17, passé de presque 51 secondes, quand à l'intérieur des murs de l'usine AZF, l'inévitable vient de se produire. À cet instant, Patricia Benita est en voiture avec ses 2 enfants sur l'une des routes qui longent l'usine AZF.
Elle se rappelle avec précision de ce moment qui précède la catastrophe. Je suis sur la route, j'échange avec mon fils une conversation dans la voiture. Par le rétro, je vérifie si le petit va bien. J'avance tranquillement. De leur côté, Roland Le Goff et Michel Chulliard sont à moins de 100 mètres du hangar 221. Ils travaillent à leur bureau dans leurs bâtiments respectifs. Au bâtiment d'exploitation pour Michel Chulliard et au PC de sécurité pour Roland Le Goff. Quand tout à coup... Toulouse. Il est 10h17 et 51 secondes. Chez AZF, la plus grande usine de produits chimiques de la région, une importante explosion vient de se produire. À cet instant, à moins de 100 mètres de l'épicentre, 2 hommes de l'usine sont chacun à leur bureau. Michel Chulliard et Roland Le Goff ont gardé très précisément ce moment en mémoire. Je m'assieds, je prends le stylo, et puis là, alors là, un souffle brillant, J'avais l'impression d'être au guidon d'une moto et foncer en plein brouillard. Une vitesse infernale. C'est un fracas énorme qui confond certainement le bruit de l'explosion avec le fracas du bâtiment qui s'effondre sur moi. J'ai pas le temps de réfléchir, ça pète. La voiture explose, le toit de la voiture s'affaisse, le pare-brise éclate, je me jette sur le petit pour le protéger, la panique totale. Pauline Miranda est également sur la route, à 2 km du site d'AZF. Je vois sur ma droite des déchets arriver comme une onde. Je vois arriver des morceaux de toiture, je vois arriver des vitres, je vois arriver un petit peu de tout. En effet, la détonation du tas principal a creusé un immense cratère de 8770 mètres cubes, la capacité de 4 piscines olympiques, emportant avec elle le béton, la ferraille, tous les matériaux présents sur le site. Les matériaux vont être éjectés de part et d'autre et vont partir à grande vitesse, en latéral et en frontal, et vont endommager et détruire toutes les structures environnantes. Et comme si cela ne suffisait pas, cette explosion si particulière va entraîner un autre phénomène encore plus ravageur. « 10h17, passé de presque 52 secondes. Dans l'enceinte de l'usine AZF, une gigantesque explosion vient de se produire. Mais cette explosion n'est que la première phase d'un phénomène qui en comporte deux. La suite est appelée onde de choc. En se décomposant, le nitrate d'ammonium a libéré des gaz. Ces derniers se déplacent à la vitesse fulgurante de 1000 mètres par seconde, 3 fois la vitesse du son. Conséquence, se crée un déplacement d'air impressionnant par sa taille et le bruit qu'il produit. Alors un bruit, j'ai jamais entendu un truc pareil, une espèce de bruit complètement assourdissant, qui est une espèce de réverbération. Même les pétards du feu d'artifice au 14 juillet, c'est tout petit. C'est tout petit par rapport à ce bruit. Au niveau du bruit, c'est quelque chose de colossal, donc c'est à souhaiter à personne de l'entendre. Ce phénomène d'onde de choc se matérialisera le 4 août 2020 à Beyrouth par un gigantesque halo blanc. Suite à l'explosion d'une importante quantité de nitrate d'ammonium, le passage de l'onde de choc fera condenser l'eau naturellement présente dans l'atmosphère.
Un phénomène aussi impressionnant que violent pour ceux qui se trouveront dans les environs. Jean-Pierre Dubois de Gaudusson se trouve à 4 km d'AZF. Il se souvient de cette onde sonore alors qu'il se trouve dans la rue. Je mets la main sur les oreilles, je fais ça, tout à coup, je sens une onde carrément. Alors je ne peux pas expliquer ce que c'est. Un courant, une onde qui me traverse tout le corps, carrément. Et à la suite de ça, j'ai très mal aux oreilles. L'impression que cette onde m'a fissuré au niveau des tympans, quelque chose, et que j'ai du liquide qui me coule dans les oreilles. Ça va être comme une immense claque sur chaque obstacle, ça va donner une claque, ça va casser les vitres, ça va casser les bâtiments, ça va faire tomber des personnes, ça va pousser votre tympan, donc c'est perçu de manière forte. Pierre Nicolas est journaliste et présentateur du journal télé de France 3 Midi-Pyrénées. Situé à 5 km d'AZF, lui aussi ressent l'explosion et subit l'onde de choc aérienne de plein fouet. Je me prends la claque de ma vie, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire que la main de Dieu me met une claque, mais monumentale. Et puis surtout, il y a cette fameuse odeur, l'odeur d'ammoniac. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul endroit de Toulouse où ça peut venir, c'est AZF. Pauline Miranda et Bernard Benita se rappellent également très bien de ce moment. Je sens ma voiture se soulever. C'est une sensation affreuse. C'est comme si il y avait un aimant qui prenait ma voiture et qui déportait ma voiture et je me retrouve à cheval sur le terre-plein. C'est quelque chose d'incroyable, c'est d'irréel même, d'irréel. J'entends un gros boom, je vois la véranda chez moi qui rentre dans la salle à manger, la télé qui vient vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc ma réaction première, c'est d'aller vite au balcon voir qu'est-ce qu'il y a eu, si c'est chez moi ou si c'est général. Et il s'avère que le balcon, les vitres, il n'y en a plus. Elles ont sauté aussi. L'explosion est ressentie jusqu'à 80 km à la ronde. Les Toulousains sont sous le choc, mais ils sont encore loin d'imaginer l'étendue de la catastrophe. 10h20. 3 minutes à peine après l'explosion et la gigantesque onde de choc qui s'est propagée dans toute la région, Pierre Nicolas, le journaliste de télévision, et son caméraman partent en direction d'AZF. Ils veulent rendre compte des dégâts causés par l'explosion et tenter de répondre à une question. S'agit-il d'un accident ou d'un acte terroriste ? Cela fait 10 jours en effet qu'un événement considérable a changé la face du monde. Il y a peut-être un lien. À l'époque, John Henley est journaliste correspondant du journal britannique The Guardian en France. Le monde a vraiment été bouleversé. Ce n'est pas exagéré de dire que le 11 septembre 2001 a été un énorme choc psychologique. Les tours jumelles, Oussama Ben Laden, la démocratie la plus puissante du monde attaquée en son cœur, c'était juste énorme. Regarde par terre, passez ici. Je vais tout de suite lui dire, tourne en permanence, surtout ne coupe pas. Ces images sont les toutes premières tournées après la catastrophe. À un moment, je conduis la moto et je me dis, je suis en train de rêver, je vais me réveiller. La moto avance et plus on avance, plus c'est pire. On a eu un grand boom, regardez sur la capot de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. Le souffle, ça? Oui, ça peut être le souffle. C'est un souffle énorme, on va sortir à 1 km. C'est lunaire presque. Par terre, c'est de la poussière grise. Tout est devenu gris, les gens sont devenus gris. Les couleurs, l'air est devenu bleuâtre, grisâtre.
Le ciel s'est obscurci, on ne sait pas pourquoi. Il tombe des gouttelettes dont on ne sait pas ce que c'est. Ça va? Le coup, il est abîmé? Là, ouais. Les secours arrivent, ils sont bloqués, ils arrivent. Pierre Nicolas et son caméraman continuent d'avancer en direction de l'usine. Regarde ça. Tant qu'on voit des gens, ça va encore, y compris des gens blessés. Des gens qui appellent au secours. Hein. Mais plus on se rapproche, plus on voit des gens qui appelleront plus jamais personne. De son côté, Pauline Miranda reprend ses esprits. Elle regarde le chaos qui l'entoure et s'inquiète pour son mari. Je sais qu'il travaille en train de refaire une pharmacie et je me dis, lui c'est sûr, avec ce que je viens de voir, lui c'est sûr, il est mort. Pauline Miranda parvient à dégager sa voiture tant bien que mal. Puis elle prend l'avenue en sens inverse en direction de son domicile. Je vois l'horreur, je vois l'apocalypse. Les gens ensanglantés, des blessures impensables. Je me vois cette maman en train de porter un bébé. Ce bébé est couvert de sang, cette dame court partout. Moi, je file. Et pendant toute la venue, ce sont des scènes d'horreur. Pauline Miranda continue sa course folle en direction de sa résidence quand elle aperçoit un phénomène étrange. C'est à ce moment-là que je vois le champignon. J'ai jamais vu aucune image comme ce champignon. Ça monte tout droit et ça a carrément la forme d'un champignon, tout jaune. C'est vrai que quand on voit cette couleur, moi, oui, ça fait penser à un film catastrophe qu'on aurait pu voir. Ce champignon est le produit des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium partis en fumée. Ce cliché, pris seulement quelques minutes après l'explosion, montre un panache de couleur orange. Le champignon que Pauline Miranda et les autres ont aperçu. Ces cendres de nitrate d'ammonium calciné vont progressivement tomber au sol et recouvrir toutes les surfaces, mais aussi le visage de celles et ceux qui déambulent, ahuris, sidérés, à l'extérieur. Ils sont pleins de poudre jaune ou de poudre rouge sur eux et ils marchent tous, ils sont hagards. Je me demande ce qui se passe, quoi. Même dans ma voiture, je suis comme ça, je me mets le coude comme ça parce que j'ai du mal à respirer. Il y a plein de cendres, ma voiture, une odeur très très forte qui prend au nez. De son côté, Patricia Benita accuse le coup. Aidée de ses enfants, elle parvient à sortir de sa voiture. Je suis blessée, le pare-brise m'a explosé dans la tête. Je prends le petit dans mes bras, je tire ma veste, je le protège et je commence à courir. Je vois rien, une odeur de soufre nauséabonde qui nous aveugle et qui étouffe. Nous sommes dans la panique totale. À la panique succèdent désormais les premières questions. Combien de personnes sont réellement touchées? Y a-t-il des victimes? Les opérations de sauvetage semblent impossibles à mettre en œuvre dans ce qui ressemble désormais à une zone de guerre. « 13 heures. Madame, monsieur, bonjour. Une violente explosion a donc secoué la ville de Toulouse ce matin. Les habitants de Toulouse ont bien cru vivre le tragique scénario de New York et Washington. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. Il y a des victimes, on parle de 10 morts et au moins 150 blessés. La situation est en réalité bien plus dramatique qu'annoncée par les médias. Plus les minutes passent, plus le nombre de victimes augmente. On parle désormais de milliers de personnes. L'usine et ses alentours sont évidemment les plus impactés. Il faut aller au cœur de la catastrophe. François Chauvet est pompier à la ville de Toulouse. Il est de repos ce jour-là. Lorsqu'il comprend d'où vient la détonation, il décide d'apporter son aide sur le site d'AZF. Quand j'arrive, il y a un trou, il y a un blanc de plusieurs dizaines de secondes avant de remettre les idées en place et de dire maintenant qu'est-ce que je fais, quoi. Par quoi on commence? Par quoi on commence maintenant? Parce qu'il y a une impression de catastrophe, de chaos.
Patrice Gerber est commandant de sapeurs-pompiers, spécialisé dans les risques chimiques et radiologiques. Il est sur la route lorsqu'il entend l'explosion. Il décide alors immédiatement de se rendre sur place. D'accord. Vous savez où ça a pété ou pas? C'est ici ou là-bas? Tout est réduit en bouillie. Donc il faut vraiment qu'on aille voir si dans les installations, il n'y avait pas des personnes, si dans les bâtiments, il n'y avait pas des personnes. Et les moyens que l'on a sur le moment, ils sont sous-dimensionnés par rapport au travail qu'on a à faire. François Chauvet organise les secours à l'extérieur de l'usine et dans les magasins alentours touchés par la catastrophe. Quant à Patrice Gerber, il part en reconnaissance à l'intérieur du périmètre d'AZF. C'est le calme plat, c'est un calme incroyable, c'est-à-dire qu'on n'entend plus ni les oiseaux, on n'entend plus le bruit des voitures, le bruit des avions. C'est comme si la ville s'était arrêtée. Que quelque part on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est tellement énorme, je ne veux pas laisser ces personnes sous les décombres, je sais qu'elles sont vivantes, donc je veux mettre tout en œuvre pour aller les chercher, pour aller les sauver. Il faut aller dans des ateliers. Je vais vous donner un coup de main, j'ai sorti une femme. Le commandant de sapeurs-pompiers et ses équipes décident de quadriller la zone. Parmi elles, le lieutenant Christophe Gianni. Si on avait lancé une bombe ce jour-là sur AZF, on peut estimer qu'on aurait à peu près le même résultat. Donc c'est une perte de repère complète. Ça bouleverse complètement ce qu'on sait faire. Ce qu'on voit quand on arrive, c'est des gens blessés qui sont comme des zombies et qui cherchent l'endroit où ils doivent aller. Il y a par exemple des personnes qui sont incarcérées dans les véhicules. Personne qui montait dans son véhicule, qui allait partir, au moment de l'explosion, elle se retrouve incarcérée comme si elle avait eu un accident sur la route. Donc il faut procéder à des désincarcérations de ces personnes-là qui sont des urgences vitales. Et là, ça se joue à quelques dizaines de minutes. Malheureusement, vous avez des gens qui sont dans une détresse vitale, mais qu'on n'a pas pu secourir parce qu'il fallait qu'on sauvegarde les gens qui étaient sauvables. On n'a pas pu leur accorder le même temps qu'on accorderait dans la vie de tous les jours. Et ça, lorsqu'on parle de moments difficiles à vivre, c'est difficile pour ça. Il faut gérer l'urgence et garder la vigilance au maximum. En s'aventurant sur les restes d'une usine chimique, les pompiers savent qu'une nouvelle explosion peut survenir à tout moment. Mais est-ce que finalement je ne suis pas en situation d'hyper risque? Et ce qui vient juste derrière, c'est de se dire, mais quid du suraccident? Est-ce que l'ensemble des capacités là, de ces installations qui viennent brutalement de s'arrêter, l'ensemble de ces capacités qui perdent leurs produits chimiques et que nous sommes en train de respirer, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de s'exposer inutilement? De son côté, Michel Chulliard est bloqué à son bureau. Le bâtiment d'exploitation dans lequel il se trouvait au moment de l'explosion s'est effondré. Lorsqu'il ouvre les yeux, son épaule est coincée par un énorme bloc de béton. J'ai, ici, là, j'ai senti un choc. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Et là, j'ai commencé à avoir mal. L'usine où il a travaillé pendant 40 ans a tout simplement disparu. Là, ça fume. Là, il n'y a plus rien. Là-bas, il n'y a plus rien non plus. Un qui sort de sous le bureau, l'autre qui arrive à côté. Les gens qui crient à gauche, à droite. Ses collègues parviennent à le sortir des décombres. Sidéré, Michel Chulliard se rend compte progressivement de son état. Ben écoutez, là, déjà, ici, je ne ressentais plus rien. J'avais pas mal, mais bon, ici, ça allait plus, quoi. Ça bougeait dans tous les sens. Il rejoint l'entrée de l'usine où se trouvent Pierre Nicolas et son caméraman qui le filment. Monsieur, vous passez chemin de la loge, le PC mobile est chemin de la loge. Ma femme, elle me cherchait partout, et là, elle m'a trouvé le soir. Si Michel Chulliard a pu s'extraire des décombres, au PC de sécurité, Roland Le Goff est toujours bloqué. Je me retrouve dans une position très inconfortable. Je suis toujours assis sur mon siège de bureau. J'ai la tête entre mes pieds, au sol. Je suis dans une poussière indescriptible. Je ne peux pas ouvrir les yeux sont collés par la poussière. Roland Le Goff est dans le noir total, désorienté.
De plus, il souffre de douleurs abdominales très importantes. Je pense que je vais y rester, je pense avoir une hémorragie interne. Bon, ben, on voit notre vie défiler, on pense à nos proches, et on se dit que ce sont nos derniers instants. D'ailleurs, au bout d'un moment, on se demande si on est vivant, si on est mort, comment que c'est après. Je prends mon pouls, ça a l'air d'être correct. Je bouge les doigts, je bouge les orteils. Bon, ben, peut-être que ça va bien se passer, quoi. Donc, je patiente et je sais que ça peut être très long. Je sais que je suis prêt à attendre jusqu'au lendemain parce que je sais qu'on va venir me chercher, vivant ou mort, mais on va vouloir me trouver. 17 h. Près de 7 heures après l'explosion, Roland Le Goff vit un cauchemar, seul sous son bâtiment effondré. Pendant ce temps, à l'extérieur, les secours affluent de toutes parts. Hélicoptères, brigades canines, équipes de sauvetage et déblaiement, unités de la protection civile et du SAMU. Ça fait chaud au cœur et puis on voit l'organisation s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que on peut dire que les premières heures, on se sent seul et puis après, effectivement, on voit quelque chose qui se met en place. Malgré la logistique importante déployée sur place, de nombreuses personnes sont portées disparues. Une épreuve qui laisse présager du pire pour elles comme pour leurs proches, qui voient le temps passer et l'espoir de les revoir s'amenuiser de plus en plus. « 18 h. Près de 8 heures après l'explosion de l'usine chimique AZF. La ville de Toulouse est comme coupée du monde. Les réseaux de communication ne fonctionnent plus. La plupart des routes sont impraticables. Parmi les bouts de tôle, de béton et les véhicules à l'arrêt, Bernard Benita tente de se frayer un chemin. Il est mort d'inquiétude. Sa femme Patricia ne répond pas au téléphone. La boule au ventre, il fait le trajet qu'elle est censée avoir emprunté il y a quelques heures avec leurs 2 enfants. Au fur et à mesure que j'approche d'AZF, et je vois de plus en plus de gens avec du sang sur la figure, les bras ensanglantés, les maisons, elles sont toutes par terre. J'ai vu en passant des gens couchés sur des lits de camp et on leur faisait des points de suture comme ça, à vif, quoi. C'était un truc de fou, quoi. J'aperçois au loin la voiture de mon épouse complètement écrasée. Alors là, j'ai encore plus paniqué. Bernard rejoint l'hôpital le plus proche. Il retrouve sa femme et leurs 2 enfants sains et saufs. C'est assez difficile à exprimer parce qu'on est content, mais en même temps on est paniqué parce que les blessures sont telles qu'on se demande est-ce que ça va s'arranger. Je suis complètement anéantie. Je me mets à crier, on ne sait pas ce qui nous arrive. Alors que des personnes sont sauvées, que d'autres se retrouvent, Roland Le Goff, lui, est toujours bloqué dans le noir, sous 2 mètres de décombres instables. J'ai les ligaments des genoux qui se fragilisent, des douleurs commencent à arriver. J'essaie de me laisser glisser de ma chaise, mais je ne veux pas faire de mouvements inconsidérés, de peur de déséquilibrer tout ce qui est au-dessus de moi. Quelques minutes plus tard, Roland Le Goff commence à sentir du mouvement au-dessus de lui. Au bout d'un moment, eh bien, j'entends des gens qui s'approchent. Donc là je crie, je me manifeste, et là, je suis entendu. Un chien renifleur a repéré sa présence. Une armée de secouristes se porte alors sur le dégagement des décombres. Et au fur et à mesure, en fait, on va à main nue. Parce que là, il n'est pas question de se faire aider par des outils lourds. C'est simplement à la main qu'on travaille. C'est très instable, ça peut à tout moment nous tomber dessus. On entend bouger des gravats, on entend remuer des pierres, des bétons. Et au bout d'un moment, il y a un ray de lumière qui vous atteint.
Dans cette lumière, vous voyez apparaître un visage que vous connaissez. Il me dit, c'est Roland, courage, on va te sortir de là. Ces paroles, c'est quelque chose d'incroyable, de vraiment très, très, très réconfortant. On sait qu'on va s'en sortir. Au final, du moment de l'explosion à celui de son secours, Roland Le Goff sera resté 8 heures sous les décombres du bâtiment. J'ai énormément de chance de m'en tirer avec si peu de blessures. Je me souviens de l'émotion, en fait, des garçons. Ce sont des mini-victoires individuelles et surtout des mini-victoires collectives qui font du bien. Ce sont des scènes de guerre, quelque part, que les gens vivent. Et quand on récupère quelqu'un, c'est une vraie victoire. Pendant ce temps, Pierre Nicolas et son caméraman poursuivent leur tournage. Et si des sauvetages heureux ont lieu, comme celui de Roland Le Goff autour d'eux, tout n'est que désolation. Plus on avance, plus c'est la catastrophe. Les voitures sont de plus en plus fripées. Et puis on avance, et voilà, il y a des fils électriques partout, on ne sait pas bien, on est vraiment sur une autre planète. Le périple s'arrête par leur arrivée dans la zone de l'ancien hangar 221. Face à eux, le cratère produit par l'explosion. Un cratère lunaire, il ne reste plus rien. Mais sa langue de feu s'agite encore à ce moment-là dans ce cratère. Il y avait une usine, il n'y a plus rien. Tintin a marché sur la Lune, là. Vous savez, les images des cratères, ils sont là, c'est vide, il n'y a aucune trace de vie. C'est pareil. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à un diamètre de 70 mètres qui fait peut-être entre 5 et 10 mètres de plus profond, vous dites que c'est juste pas possible. Ça dépasse l'entendement. Face à l'incompréhensible, une armée d'experts se rend sur place pour tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose. Cette explosion est-elle le fruit d'un accident ou bien d'un acte terroriste? Des réponses vont devoir être apportées et ce que l'enquête va révéler fait froid dans le dos. Aujourd'hui, en lieu et place de l'ancien cratère, un étang s'est formé. Le site de l'ancienne usine abrite également un centre de recherche en cancérologie, ainsi qu'un parc photovoltaïque. Même si la vie a repris son cours sur le site, le bilan humain reste présent dans toutes les têtes. Au final, l'explosion d'AZF aura fait 31 morts et 22 000 blessés. Le nombre de blessés me paraît presque plus important que le nombre de morts. Ça va choquer ce que je dis là, mais une trentaine de décès pour une catastrophe pareille, c'est invraisemblable. C'est entre guillemets pas assez quand on voit les dégâts. 700 maisons ont été complètement détruites. 15 000 familles se sont retrouvées sans domicile. C'est quelque chose d'énorme. Un bilan qui aurait pu être bien pire si des employés d'AZF n'avaient pas protégé au dernier moment d'autres sites sensibles de l'usine. Moi, je me dis qu'on a eu énormément de chance. On n'a pas eu une réaction en chaîne qui aurait pu conduire à de multiples explosions. Le scénario qui s'est produit dans le bâtiment 221 aurait pu aussi se produire dans d'autres bâtiments du site AZF. Et en particulier, dans le hangar I4, où pouvait être stocké jusqu'à 15 000 tonnes de nitrate agricole, l'équivalent de 5 000 tonnes de TNT, donc un demi-Hiroshima. Et ça, au sein de la ville de Toulouse. On n'imagine même pas les dégâts que ça aurait pu produire. Certains ont eu les bons réflexes, mais d'autres sont pointés du doigt. La direction du site et ses différents responsables sont clairement visés dans l'enquête. Un accident industriel, ce n'est pas un manquement, c'est une série de manquements. Malheureusement, ce jour-là, il y a des erreurs qui ont été commises, des erreurs qui n'auraient jamais dû être commises. Ouais. Vous avez tous les ingrédients pour qu'une catastrophe puisse se produire. Il manquait juste une étincelle. Mais les produits n'auraient pas dû s'y trouver, ils n'auraient pas dû être transvasés sans contrôle. Et il aurait dû y avoir du personnel qui avait la certification, les compétences pour gérer ce genre de choses. Si on reproduit l'expérience,
il y a toutes les chances que ça fonctionne de la même manière. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas produire sur le même site des produits chimiques incompatibles. Et des questions restent en suspens. Comment une usine chimique de ce type peut-elle se situer si près d'une agglomération qui plus est Toulouse, 4e ville de France? C'est pas l'usine qui s'est avancée vers la ville. C'est la ville qui s'est avancée jusqu'à l'usine. On a permis aussi, au fur et à mesure, de construire des bâtiments et des lotissements principaux très près d'une usine. Alors que 50 ans avant, il n'y avait pratiquement personne. 18 années de procédure auront été nécessaires pour écarter la piste terroriste et révéler l'accident. 2 milliards d'euros ont été versés à titre de dédommagement. Un soulagement pour les victimes. Ça a été un combat de tous les instants. Un combat très dur, parce que les victimes affluaient par milliers. Mais si justice a été rendue, les rescapés doivent continuer à vivre aujourd'hui avec les séquelles de cette explosion. Toulouse est devenue la capitale de la surdité, parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui souffrent de problèmes aux oreilles. C'est traumatisant, on peut l'oublier, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier. À ce jour, nous avons toute la famille des appareils auditifs, et nous avons des problèmes auditifs, nous avons encore des problèmes psychologiques. C'est tous les jours, je pense, à AZF, en mettant mes appareils dans les oreilles. Tous les jours. Je ne peux pas oublier, c'est pas possible. C'est que quelques secondes, cette durée-là, mais c'est des secondes que je me rappellerai toute ma vie. À Toulouse, on est 200-300 000 personnes à savoir exactement ce qu'on faisait tous à 10h, 17 minutes et 50 secondes. Oui. Ça fait de nous une population à part. À Toulouse, AZF reste l'événement le plus traumatisant, au bilan le plus lourd depuis la Seconde Guerre mondiale. Nul doute qu'ici, aucun habitant n'oubliera ce jour du 21 septembre 2001. Ce jour où une explosion de produits chimiques entraîna la ville en 1/100 de seconde dans une catastrophe hors de contrôle.